bonsoir à tous et à toutes. Alors, je suis Florence Lachet, avocat au barreau de Bordeaux, mais c'est pas ce titre que je suis là ce soir, puisque je suis là en titre de médiateur et de présidente ou déléguée régionale d'une association nationale qui s'appelle la Chambre nationale des praticiens de la médiation. Et donc nous avons créé une antenne bordelaise qui s'occupe un petit peu de toute la région sud-ouest, comme il y a une antenne à Paris. Nous couvrons en réalité toute la France. Le siège de cette association se trouvant à Saint-Étienne. Alors, je vais donc essayer de vous parler de médiation. Et je me dis que c'est un exercice un petit peu compliqué parce que vous devez vous dire, alors je vais poser des questions peut-être à votre place en début. J'ai un petit PowerPoint, mais en général ça reste là. Et surtout, n'hésitez pas à me poser des questions. Je me dis, vous devez vous poser comme question, qu'est-ce qu'un avocat vient nous parler de médiation? Alors déjà, ça peut paraître comme une hérésie, donc je vais essayer de me l'expliquer. Ensuite, quand on parle de médiation, on a forcément des questions, la médiation, mais c'est quoi par rapport à la négociation, à la conciliation, à l'arbitrage, enfin, il y a des tas de choses qui tournent autour de cette problématique. Et puis aussi, comment on s'y prend, qu'est-ce que c'est vraiment, on en entend parler, alors il y en a partout, hein, dans la presse, tout le monde y va de sa médiation, il y a la CCI de Bordeaux qui a créé un centre de médiation, voilà, tout le monde s'en occupe. Qu'est-ce que c'est donc que cette chose-là, incroyable, qui nous arrive comme ça, et pourquoi est-ce que tout le monde en parle? On a aussi des médiateurs de la République, des médiateurs à la SNCF, des médiateurs dans les banques, des médiateurs inter-entreprises. Donc, voilà. Donc on va essayer simplement de vous donner une espèce de trame pour que vous puissiez vous y retrouver dans tout ce panorama-là. Si vous voulez, quand on parle de médiation, on parle forcément d'un monde qui bouge. Je pense que vous aurez tous remarqué qu'il y a des tas de choses dans nos fonctionnements habituels qu'on ne comprend plus, on ne sait plus très bien comment ça se passe. On a, au lieu d'avoir son banquier en direct, on a aujourd'hui des messageries au téléphone, taper sur la touche 1, sur la touche 2 pour avoir, voilà. On n'arrive plus à comprendre comment les gens fonctionnent, on pense qu'on s'adresse normalement à son, je sais pas moi, à son notaire, ou qu'on s'adresse normalement au directeur de l'école, ou qu'on s'adresse même normalement à sa femme ou à son mari, et bref, on n'a plus les mêmes connexions qu'avant, ça ne fonctionne pas, les salariés, on ne comprend pas comment ça marche, d'un seul coup ça va très bien, puis d'un seul coup... Et donc, forcément, quand on parle de médiation, on parle de ce monde où l'économie prend le pas sur plein de choses, c'est-à-dire et surtout sur les relations sociales. Tout se quantifie, on est dans de la norme, on est dans un monde où c'est quand même beaucoup l'informatique, hein, c'est le bipolaire, c'est le 0 et 1 qui nous dirige, et donc on doit de plus en plus penser de manière standardisée. Si vous ne pensez pas de manière standardisée, normée, si vous ne pouvez pas quantifier le travail que vous rendez, aujourd'hui, ça devient compliqué. Et donc, à travers ces constats, qui sont des constats que tout le monde a, je parle de mondialisation aussi. Avant, on avait un fournisseur, on allait le chercher dans le quartier. Aujourd'hui, si vous voulez construire une entreprise ou avoir, voilà, vous êtes obligé d'aller chercher le fournisseur mondial en tel ou tel produit. Et donc, si vous vous fâchez avec lui, demain, vous ne pouvez plus travailler. Donc, c'est compliqué. Et donc, cette complexité, cette complexification de la vie économique nécessite des solutions et d'essayer de redonner un petit peu du sens à tout ça.
Et donc l'idée de la médiation, c'est ça, c'est que chacun est dans sa propre sphère, chacun est dans sa bulle, chacun fonctionne avec son propre système de référence, et il faut essayer, pour avancer, de comprendre la référence de l'autre. Quand vous êtes en conflit avec quelqu'un, c'est-à-dire quand vous discutez avec quelqu'un, que vous n'êtes pas payé, ou bien que ce qu'on vous a livré comme produit ne correspond pas à ce que vous attendiez, on a différents types de réflexes. Le premier, c'est la relation de force. C'est la vengeance unilatérale. Je vais aller lui casser la gueule. C'est vraiment ça. Il m'emmerde, excusez-moi, mais c'est ça, quoi. Ça, c'est la réaction primaire. C'est la réaction de l'individu qui n'est pas dans un monde organisé. C'est la réaction des enfants dans la cour de l'école. On n'est pas dans un monde structuré. On utilise donc, dans un monde structuré, un autre système qui est le monde judiciaire, qui est le droit. Le droit, c'est le combat judiciaire, mais c'est aussi demander à un tiers qui est un juge, qui est investi dans un cadre institutionnel, du pouvoir de dire la loi. Le juge, il va dire le dossier tel que vous l'amenez, monsieur ou madame, par rapport à la loi, c'est-à-dire par rapport à la norme, vous avez tort ou vous avez raison. C'est donc relativement basique, c'est relativement... C'est complexe parce que c'est complexe d'adapter des situations de fait à des situations juridiques, mais le juge tranche par rapport et impose à deux parties de manière égale, parce qu'il a l'autorité, une décision. Et ce combat judiciaire, il a son intérêt, il a son système d'organisation, et il y a des sujets sur lesquels ce système judiciaire ne peut pas aller en dehors du système judiciaire. Je pense notamment à la sphère pénale. Voilà, quand vous avez des gens qui se battent dessus, il faut bien à un moment donné les séparer. Bref. Mais un autre moyen de régler un conflit, c'est de s'occuper de ses intérêts. Je ne suis pas livré du produit, ou on m'a livré un produit qui ne correspond pas à ma demande ou qui est inadapté à ce que j'ai à faire. Je vais essayer d'avoir un dédommagement de la part de l'autre partie, et ce sont mes intérêts, donc je vais négocier avec l'autre partie un rapprochement pour faire en sorte qu'on aboutisse à une solution médiane. C'est ce qu'on appelle la théorie du donnant-donnant, la théorie médiane. Ce sont des théories qui sont issues de l'après-guerre, qui nous viennent des États-Unis. Et lorsque vous allez chez Mola ou dans n'importe quelle librairie et que vous cherchez des livres qui vous parlent de médiation, alors aujourd'hui ça se développe un petit peu plus, mais pendant très longtemps, vous ne les trouviez que dans le rayon des ouvrages économiques sur la négociation. Parce que c'est par la négociation commerciale et que les questions se sont posées. Et donc, sur ces théories d'après-guerre, quand je passe les théories en l'occurrence, mais c'est le win-win, hein, le gagnant-gagnant. Alors, dans ces théories-là, quand on cherche à rapprocher les gens, chacun reste dans son monde. C'est ce que j'appelle chacun est dans sa bulle. Parce que je suis dans ma bulle et j'ai en face de moi quelqu'un qui est dans sa bulle aussi. Et on va essayer de savoir, alors on fait discussion de marchand de tapis, on fait des rapprochements, mais sur un sujet où personne ne remet en cause son propre univers. J'ai raison, l'autre a raison aussi, on va essayer de voir. Donc là, on est dans la négociation ou dans de la conciliation, c'est à peu près le même débat. La médiation, c'est autre chose. C'est autre chose que ces systèmes-là de règlement de conflits. C'est ce qu'on appelle
ça fait partie de ce qu'on appelle les modes alternatifs de règlement des conflits. Dans notre jargon juridique, ça s'appelle les marques, hein, parce qu'on est aussi empreint de... Et c'est un tiers, qui est donc un tiers au parti, complètement neutre, qui va venir essayer de rapprocher les parties par le processus de communication. Ce tiers, il n'a absolument aucune idée à l'avance de comment les choses vont pouvoir se régler. Il n'a pas de préjugés, il ne dit pas que c'est bien ou que c'est mal, il ne dit pas que l'un a raison, que l'autre a tort, ce n'est pas son problème. Son problème est de permettre aux gens de retrouver la parole, de retrouver la discussion, de retrouver la communication. Alors c'est un processus qui est rapide, très peu coûteux, qui n'est pas soumis donc, à l'aléa judiciaire, qui est très adapté. Pourquoi il est adapté? Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir des magistrats qui vont venir plaquer sur une situation une règle juridique. Une situation qui ne sera, et la règle juridique ne sera absolument pas adaptée à la situation. Alors, j'ai par exemple un exemple très flagrant. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, peut-être un an ou deux, un maire du nord de la France avait donné une gifle à un gamin qui était monté au-dessus d'une barrière et qui était allé sur un terrain vague. Et le maire avait eu très peur que cet enfant se fasse mal parce qu'il était sur un terrain vague avec des dangers, etc. Donc quand il avait été chercher le gamin, qu'il avait récupéré, il lui avait donné une gifle. Et les parents sont allés porter plainte contre le maire, et le juge chargé de ce règlement ne pouvait pas faire autre chose qu'appliquer la loi, c'est-à-dire que de donner une condamnation au maire, condamnation symbolique, mais quand même il a été condamné à une peine d'amende, etc. Tollé à l'époque dans la presse, parce que tout à chacun pense, mais ce maire, il a eu raison d'aller chercher le gamin, parce que sinon le gamin, il était en danger. Sauf que la loi dit il n'est pas autorisé de donner une gifle lorsqu'on est maire, a fortiori à un gamin. Vous savez, on a une position de non-sens. Il y a quelques années, c'est-à-dire il y a 20 ans ou 30 ans en arrière, jamais les parents n'auraient porté plainte. Donc c'est là aujourd'hui qu'on est dans un monde qui bouge, c'est-à-dire que pourquoi les parents ont porté plainte? Parce qu'ils ont trouvé outrageant qu'un homme, fût-il maire, puisse s'attaquer physiquement à leur enfant. Ça leur a paru anormal. Et que peut faire le juge? Il ne rend pas justice au sens justice sociale, il rend justice au sens légal. Et donc c'est toute la problématique que l'on a, c'est-à-dire de dire, et pourquoi j'ai dit à un moment donné, redonnons du sens. La médiation, dans ce cas de figure, aurait permis aux parents d'exprimer leur angoisse, à l'enfant de demander pardon, de se rendre compte qu'il avait fait une bêtise, et au maire de s'excuser auprès des parents, d'avoir peut-être été pris par le vif, et que peut-être que... Voilà. Et ça aurait pu se régler très bien. Et tout le monde aurait été content, il n'y aurait pas eu d'amende, il n'y aurait pas eu un tollé dans la presse, etc. C'est un exemple, je trouve, assez parlant de l'évolution de nos sociétés où la sphère du juridique perd son sens. Alors, bon, je reviendrai sur ces slides-là pour vous expliquer que le processus de médiation que je vais vous décrire est un processus qui est parfaitement légal, qui a été transposé en droit français d'une directive européenne. Pourquoi? Parce que le processus de médiation nous vient en réalité des États-Unis, mais principalement du Canada, où ils sont, mais alors à des années-lumière de nous, c'est-à-dire qu'ils sont à peu près 20 ans en avance, et que le processus de médiation chez eux est intégré dans les écoles, c'est-à-dire que dans chaque école, vous avez des groupes de médiateurs. C'est intégré à tous les stades, dans toutes les phases de la vie sociale, et c'est un processus qui est indispensable en justice, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas juger, un juge ne peut pas juger quelqu'un tant que la médiation n'a pas été ouverte et elle n'a pas été menée à son terme, avec quel que soit le résultat.
ce processus, ce système, si vous voulez, de pensée, qui est quand même un système d'ouverture et de communication, c'est-à-dire d'essayer de comprendre la position de l'autre, et donc de rentrer dans sa bulle, ou en tout cas que sa bulle éclate et que celle de l'autre partie éclate aussi, pour redonner du sens, et sur un sujet bien précis. Il ne s'agit pas de faire en sorte que tout le monde vive ensemble de manière partant en vacances ensemble, c'est pas le problème, mais c'est on a un problème concret, on a un sujet immédiat. Quel est le sens que l'on veut donner au règlement de notre conflit? Quelle est la solution idéale pour régler ce conflit? Et donc, ces idées qui viennent essentiellement donc du Canada ont été transposées en Europe par les pays nordiques, et notamment par la Belgique. Et c'est donc en droit européen que nous trouvons les premières ordonnances qui décrivent le processus de médiation et qui vont décrire donc quelles sont les obligations, notamment pour qu'une médiation réussisse, d'un médiateur. Tout ça a été intégré en droit français. Je vous passe le détail des articles du Code de procédure civile, mais ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'aujourd'hui, le recours à la médiation est un processus légal en France, complètement encadré, avec donc des médiateurs qui sont formés, qui sont avocats comme moi, mais pas que, puisque voilà, il y a aussi d'autres médiateurs qui ne sont pas issus du monde judiciaire, et qui permettent de régler des conflits. Je vous parlerai tout à l'heure d'autres procédures qui existent, l'arbitrage, la procédure participative, etc. Donc là, vous avez la définition légale, je pense que c'est quand même intéressant, dans un débat comme celui-ci, qui vous explique que donc, on est sur un processus structuré par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en dehors de toute procédure judiciaire en vue de la résolution amiable de leurs différends avec l'aide d'un tiers, choisi par elle, qui accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence. Voilà la définition actuelle française de la médiation. Alors vous avez deux types principaux de médiation. Soit vous avez la médiation conventionnelle, c'est-à-dire que c'est d'un commun accord. Elle peut être inscrite dans un contrat. Elle peut être décidée d'un commun accord entre des parties, à tout moment, dans énormément de cadres différents. Et aujourd'hui, vous avez donc des médiateurs en matière commerciale, des médiateurs en matière bancaire, etc. Donc vous avez tout un arsenal de typologies de médiation qui sont des médiations conventionnelles. Ça peut être prévu par un contrat de travail, un contrat commercial, une charte de qualité, des bons de commande, etc. Et il est tout à fait aujourd'hui possible que dans des contrats commerciaux, par exemple, vous ayez ce qu'on appelle des clauses de MEDA, c'est-à-dire de médiation-arbitrage, puisqu'on prévoit en premier lieu le recours à un médiateur et en second lieu le recours à un arbitre. La différence entre les deux, allez vous me dire, c'est pas simple. C'est que l'arbitre, en réalité, c'est un juge privé. C'est-à-dire que l'arbitre est un juge qui est choisi par les parties. On ne va pas voir le président du tribunal de commerce, on ne va pas voir le tribunal de grande instance. On choisit monsieur untel. Pourquoi? Parce qu'on sait que cette personne a une compétence particulière dans le domaine que l'on veut traiter. Mais c'est un arbitre qui va décider, lui, de la solution du litige. C'est-à-dire qu'il a le même office que le juge. Il vient imposer son idée. Ce qui est complètement différent du médiateur qui, encore une fois, n'a a priori pas d'idée sur le point de savoir si la personne a tort ou a raison. Et donc, on a, alors dans ce type de médiation conventionnelle, libre choix du médiateur, ça c'est une constante, hein, c'est-à-dire que les parties choisissent parfaitement de travailler avec un tel, une telle association ou telle autre. Hein. Il y a beaucoup d'associations, il y a un certain nombre d'associations qui existent, avec, là je vous en parlerai après. Libre négociation du prix, c'est-à-dire le montant de l'intervention est librement négocié. Principe essentiel, la confidentialité, c'est-à-dire que personne ne sait que vous êtes allé en médiation,
À la différence d'un juge, à la différence d'autres types de recours, ça reste dans le bureau du médiateur et les parties signent une charte qui est une charte de confidentialité. Donc tout ce qui se dit et tous les documents qui s'échangent dans le cadre d'une médiation restent par nature confidentiels. Donc c'est un outil très intéressant parce que ça fait partie d'une des conditions. On n'a très souvent pas envie que... Ça va très vite, parce que c'est le médiateur qui convoque les parties, une fois qu'il est désigné, qu'il est choisi, que l'accord sur le prix... et donc en 2-3 mois, maximum 6 mois suivant la nature du litige, on arrive à parvenir à des solutions, ou en tout cas on sait si on va mettre en place ou pas une solution. Autant vous dire que dans certains dossiers, si on allait en judiciaire, on y va pour 2 ans, 5 ans, 10 ans, voilà, on ne sait pas. Là, l'avantage de la médiation, c'est la maîtrise, c'est-à-dire que les parties maîtrisent leur propre règlement de litige et les conséquences. Et notamment le fait que, ben voilà, ça n'ira pas dans la presse, on n'en fera pas de publicité, etc. La deuxième médiation, c'est la médiation judiciaire, c'est-à-dire que vous pouvez saisir un juge, et le juge, dans le cadre de son pouvoir d'examen des dossiers, peut décider par avance de recourir à la médiation. Ça peut se faire à tout stade de la procédure, c'est-à-dire y compris devant la cour d'appel, et il propose aux parties qui acceptent ou qui refusent. On a aujourd'hui un processus judiciaire qui tente à favoriser la médiation. Alors en pratique, ça c'est dans tout ce qu'on lit, en pratique c'est pas encore aussi vrai que ça, mais ça l'est quand même de plus en plus, notamment dans les matières du droit de la famille, où là c'est vraiment institutionnalisé. Aujourd'hui, il y a des chambres notamment, alors je parle pour ce que je connais le mieux, c'est-à-dire les chambres sociales, notamment la Cour d'appel de Paris, qui ont des médiateurs à chaque audience. C'est-à-dire qu'à chaque audience, le médiateur explique ce que c'est que la médiation et le magistrat propose des dossiers comme devant aller en médiation. On a un arsenal juridique qui est intéressant parce qu'à partir du moment où vous avez recours à la médiation, qu'elle soit conventionnelle ou qu'elle soit judiciaire, les délais de prescription sont interrompus. Ce qui veut dire que vous ne perdez pas vos droits d'action. Vous pouvez avoir des délais de pouvoir saisir un juge 3 mois après une lettre recommandée ou 2 mois après tel événement. Si vous recourez à la médiation et que vous avez un protocole de médiation signé, ça interrompt la prescription. Vous ne perdez pas vos droits. C'est très très important. Le processus de médiation judiciaire est encadré dans un délai de 3 mois qui est renouvelable. Et donc ça impose aussi une certaine diligence, une certaine rapidité. C'est tout l'intérêt, bien sûr, de ce type de mesures. Alors comment ça se passe lorsqu'on est nommé ou lorsque des gens viennent vous voir en disant je pense que mon dossier, il pourrait, enfin qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que vous pouvez me débrouiller ça, soit on est saisi par les deux parties, soit on est saisi que par une et on se rapproche de l'autre pour savoir si un processus de médiation peut être ouvert. On organise donc des rendez-vous, on signe un contrat de médiation, on explique la manière dont les choses vont se passer, le secret, la confidentialité, le fait que ce soit le tiers qui prend la parole et qui fait donc le processus de parole. On fait autant de réunions que nécessaire, bien sûr, et on signe surtout un protocole de fin de médiation qui a en réalité la valeur d'une décision de justice et que l'on peut faire homologuer par un juge. C'est-à-dire que c'est un vrai processus tout à fait encadré. Alors comment on s'y prend? Parce que comment on s'y prend? Donc j'ai bien sûr dit confidentialité, entretien individuel, entretien tripartite, il est pas rare, alors surtout dans la matière que moi je pratique, qui est celle axée sur, et principalement sur le droit du travail, les relations dans l'entreprise, ou les relations inter-entreprises, c'est-à-dire des chefs d'entreprise entre eux, des cadres entre eux, etc. D'avoir les personnes qui, au cours de l'entretien, vous disent ah, oui, mais moi, je voudrais bien vous dire un truc à vous. Est-ce que vous pouvez me recevoir moi tout seul, quoi. Quand on me propose ça, je dis
toujours OK. Mais par contre, il faut que j'entende aussi l'autre partie, parce qu'on respecte aussi un principe fondamental qui est celui de la contradiction. Contradictoire. On ne peut pas investiguer ou diligenter des choses sans tenir une partie. Et donc là, on a des choses extraordinaires, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vous racontent des choses, qui vous disent, mais là, ce qu'on vous dit là, on ne l'a jamais dit à personne. Et évidemment, ce qu'on vous dit à ce moment-là, c'est le nœud de tout ce qui va permettre d'aboutir à un accord. Et pourquoi? Parce que bien sûr, on travaille donc les techniques de communication, bien sûr, on a les techniques juridiques, mais en réalité, on est sur un terrain qui est bien sûr le terrain psychologique et le terrain du ressenti. La médiation, c'est en réalité de permettre aux gens d'exprimer ce qu'ils ressentent. On leur dit, écoutez, c'est quand même incroyable, vous avez travaillé ensemble pendant 10 ans, d'un seul coup, vous n'êtes plus d'accord, et là, vous êtes prêt à vous écharper, la terre entière, vous en voulez à la terre entière, comment c'est possible? Et donc, qu'est-ce qui faisait que pendant 10 ans, ça a fonctionné? Quelles sont les valeurs que vous reconnaissez à votre adversaire? Ok, il a mal agi, mais s'il avait agi autrement, est-ce que les choses seraient différentes? Et quand vous obligez les gens à repositionner comme ça leur situation, à redonner du sens à là où ils se trouvent et là où ils veulent aller, eh bien, vous avez un processus psychologique qui est extraordinaire, c'est-à-dire que entre une réunion et une autre, vous vous rendez compte que les personnes se sont appropriées les questions que vous leur avez posées, les réponses qu'ils ont faites et que l'autre a faites, et ils ont avancé eux-mêmes, et le terrain est complètement différent lorsqu'ils reviennent à une deuxième réunion. C'est un processus d'une puissance extraordinaire. Alors, bien sûr, on est sur de l'approche consentie, de reprise de communication, de reprise de dialogue. Alors, on utilise des techniques comme bien sûr l'empathie, hein, c'est-à-dire que je pense que tout le monde n'est pas fait pour être médiateur, même que la médiation ne règle pas tout, qu'il y a des dossiers qui doivent aller en procédure pour un aboutissement, parce que c'est obligatoire. Mais quand même avec une certaine dose d'empathie, avec des techniques de reformulation, de recadrage, de reprise de parole, on est sur des processus qui sont extrêmement puissants en termes de solutions. Donc nous, médiateurs, on a comme obligation d'accomplir notre mission avec impartialité, compétence et diligence. On est personne physique ou personne morale, hein, tout le monde. Nous sommes organisés en association. Bien sûr, il n'y a pas de condamnation. Alors, ces critères sont des critères qui viennent donc des ordonnances européennes et qui ont donc été réintégrés en droit français. Nécessité donc de suivre une formation particulière, donc je vous en parlerai après, et non seulement d'une formation, mais d'un contrôle de connaissances, c'est-à-dire qu'on est obligé de se former de manière continue, plusieurs fois par an. À ce jour, il n'y a pas de diplôme, exception faite pour ce qui a trait à la sphère familiale, c'est-à-dire un médiateur familial. Aujourd'hui, on est donc sur des formations qui sont des formations pratiques, diligentées par des associations comme la nôtre. Les formations se passent en 6 journées en réalité. Donc il y a des intervenants qui sont des sociologues, des psychologues, des universitaires, des gens qui apprennent les techniques de communication. Et donc il est très important, lorsque l'on veut avoir recours à un médiateur, d'exiger de lui une charte de médiation, c'est-à-dire que, et donc son code de déontologie, parce que ce sont des engagements que nous prenons dans notre association. On est hyper vigilants sur le respect d'un certain nombre de règles, et notamment le secret, etc. Donc, voilà, donc ça c'est un petit peu le descriptif de notre chambre, qui est dirigée actuellement par Gilles Lopez, et qui est donc présent ici en région.
Alors combien ça coûte une médiation? Parce que ça c'est quand même un sujet très passionnant. Les honoraires de médiateurs sont libres. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on peut vraiment faire ce qu'on veut. Les pratiques sont diverses. Et bien sûr, vous avez des médiateurs qui vont travailler sur une médiation internationale, par exemple, qui vont travailler sur une base d'enjeux litiges. Ensuite, on a des prix moyens. Les prix moyens, à Paris, c'est à peu près 600 € la demi-journée. C'est-à-dire qu'une grosse réunion de médiation, c'est un ordre de grandeur, si vous voulez, sachant qu'au bout de 3 demi-journées de travail avec les parties, en général, on sait si on va pouvoir aboutir ou si on n'aboutira pas. Et donc, ces tarifs-là, par rapport à des tarifs de procédure judiciaire, c'est quand même quelque chose de très intéressant. Alors, vous allez me dire, vous êtes complètement loufoque, qu'est-ce que c'est que cet avocat qui est en train de nous expliquer, qu'elle est en train de mettre en place des processus qui sont moins chers que son boulot de base. C'est pas possible, ses confrères ne sont forcément pas d'accord. Eh bien oui, alors il y a des confrères qui ne sont pas d'accord parce qu'il y a toujours la résistance au changement partout, hein, donc il y en a, voilà, ça c'est sûr. Sauf que c'est pas parce qu'on entre dans un processus de médiation qu'on n'a pas besoin d'un avocat. C'est-à-dire que très souvent les parties sont accompagnées par leurs conseils, qui peuvent être des avocats, mais qui peuvent être aussi des experts comptables, des notaires et j'en passe. Pourquoi? Parce que ça dépend de la nature du litige, mais il y a des questions techniques qui peuvent se poser. C'est pas le tout de se mettre d'accord et d'arriver à savoir que vraiment on a envie de parvenir à une solution. La solution qui débouche de nos échanges peut être une solution tout à fait imaginative. Moi j'ai vu des gens retravailler ensemble. Et donc des anciens salariés repartir avec du boulot. Et donc se dire, bah oui, mais donc je vais créer une entreprise, alors plutôt que de faire le dossier de mal, hein, on repart sur du positif, on repart sur du constructif. Et là, les rôles des avocats, les avocats ont parfaitement leur rôle à tenir, puisqu'il va falloir qu'ils mettent en place les solutions. Si vous négociez des marchés, très souvent, vous sortez de là avec des nouveaux marchés en développement, des nouveaux contrats. Vous avez des gens qui étaient associés, des médecins, des pharmaciens, voilà, ça c'est tout. S'associent et se désasocient. On a travaillé ensemble pendant 15 ans, on a monté un super cabinet, et puis du jour au lendemain, on ne sait pas pourquoi, ça dérape. Et là, ça dérape, franchement, il y a les maris, les femmes, les cousins, les machins, tout le monde s'y mêle, et là, on n'arrive plus à s'en sortir. La médiation permet de resituer tout le monde, de reposer les choses. Ok, on a fait ça ensemble, ça a marché, ça ne marche plus, pourquoi? Et qu'est-ce qu'on veut demain? Est-ce qu'on veut continuer à se mettre sous la tronche tout le monde ensemble, ou est-ce qu'on va essayer de repartir autrement? Et donc on se répartit les dossiers, on se dit, bah, ok, on va peut-être travailler encore 2 ans ensemble et ensuite je vais sortir de telle manière. Il y a des peurs, il y a des terreurs, il y a des freins psychologiques. Il y a la grand-tante ou le machin qui vient interférer dans la solution parce qu'elle habite, c'est sa maison, elle veut récupérer son truc et personne ne se l'est dit ça. Sauf que là, ça permet de se le dire, ça permet d'échanger dans un contexte qui est complètement différent. Et donc on repart très souvent sur du concret. Et repartant sur du concret, eh bien, les confrères ont du travail. Parce que, donc, ce frein, si vous voulez, il est aujourd'hui existant, mais ce processus va forcément déboucher sur autre chose. À titre personnel, une des dernières médiations que je viens de faire est une médiation qui a permis à quelqu'un de reprendre son travail après 1 an et demi d'arrêt de maladie. 1 an et demi d'arrêt de maladie dans une équipe de 3 personnes, alors dans une entreprise beaucoup plus grande. L'employeur ne savait pas comment faire pour mettre cette personne dehors, parce qu'il y avait quelqu'un qui l'avait remplacé, donc il y avait un salarié en CDD. Okay. Le gars était dehors, sauf qu'il avait 30 ans d'ancienneté, qu'il était salarié protégé, membre du comité d'entreprise, donc c'était quand même un peu compliqué. Et que par contre, les 2 autres personnes qui étaient sans... Alors, bien sûr, les 2 autres harcelaient le premier, à se dire,
Et ceux qui se sentaient harcelés, qui se décrivaient comme étant harcelés, vivaient effectivement très mal le fait d'être accusés de harcèlement. C'est quand même évident. Donc il y avait dans l'entreprise du pour et du contre, tout le monde se montait comme ça, et les confrères qui étaient en charge des intérêts de tout le monde n'arrivaient pas à trouver une solution. Parce que celui qui disait je vais licencier, ok je vais licencier, mais l'autre va forcément faire le procès, je pars pour 10 ans, et à quel prix? Et toute la structure était mise en danger. On s'est mis autour d'une table, en 5 réunions ça a été réglé. C'est-à-dire en 3 mois, aujourd'hui on a bu le champagne, ils ont repris le travail, on a passé un protocole, et tout le monde s'est dit ce qu'il avait sur le cœur, on a retravaillé ensemble, parce que tous ces gens, en réalité, pourquoi ils étaient aussi dans l'affrontement, c'est parce qu'ils n'avaient qu'une envie, c'était de bien faire. Et c'était de bien repartir, et ils étaient très impliqués en réalité dans ce groupe de travail qui avait une utilité très particulière dans l'entreprise. Sauf que, voilà, ils ne se parlaient plus, ils se parlaient mal, chaque chose était mal interprétée, et là, ça, c'est les solutions qu'on arrive à mettre en place grâce à ce type de processus qu'on ne peut pas arriver à mettre en place par du processus judiciaire, tout simplement. Alors, la médiation, elle est aujourd'hui inter-entreprise, hein, c'est-à-dire que vous avez des problématiques avec des fournisseurs, vous avez des problématiques avec des acheteurs, et nous étions en début de semaine à rencontrer des médiateurs inter-entreprises qui sont mis en place par le gouvernement, qui sont en train de se mettre en place dans les régions, c'est-à-dire qu'en tant qu'entrepreneur, vous allez avoir des outils étatiques de résolution des conflits qui sont mis en place par l'État. C'est-à-dire que tout le monde s'y intéresse, quoi. Et notamment pour résoudre des problématiques de fournisseurs, voilà. Les problématiques bancaires, les problématiques de recours au crédit, les problématiques de consommateurs. Vous allez avoir des médiateurs qui existent et qui sont mis en place par d'institutions bancaires, etc. Mais vous avez le choix aussi de médiateurs absolument indépendants, organisés à ce jour dans des associations comme les nôtres, qui donnent les garanties que je vous ai données d'indépendance, de sérieux, de garantie de confidentialité, qui permettent de résoudre un certain nombre de difficultés. Aujourd'hui, pour une matière qui m'est proche, qui est donc le droit du travail, vous l'aurez compris, c'est ma matière principale. Je travaille aussi beaucoup dans l'entreprise sur un sujet qui a trait à la médiation, qui s'appelle la justice organisationnelle. Et ça, alors je voulais vous en parler parce que c'est quand même quelque chose d'assez nouveau. Vous savez, vous avez tous entendu et vous vivez tous ça. Aujourd'hui, le monde, il est d'abord économique. C'est-à-dire qu'on pense d'abord, une entreprise, elle est d'abord là pour gagner de l'argent. Et ça, c'est un précepte qui ne changera pas. Alors après, on gagne de l'argent de différentes manières. Les multinationales, les gens très organisés au niveau mondial, travaillent pour les actionnaires. Et donc, il y a la sensation d'un certain nombre de salariés, y compris de cadres, de ne pas s'y retrouver dans ce système-là. Et pourquoi ils ne s'y retrouvent pas? Parce qu'en fait, on leur demande que des comptes, c'est-à-dire qu'ils ont la sensation de ne faire que donner et de ne pas recevoir en retour ce qu'ils attendraient à proportion de ce qu'ils ont l'impression de donner. Et donc quand on travaille sur ces questions-là, on travaille sur ce qu'on appelle la justice organisationnelle. Alors c'est des techniques canadiennes, hein, voilà, donc moi j'ai suivi des formations, je suis allée entendre des chercheurs canadiens sur ces sujets-là, qui vous disent, pour que l'entreprise soit performante aujourd'hui, pour que l'entreprise gagne de l'argent, il faut quoi? Il faut qu'elle ait des salariés, la matière grise, qui soient aussi performantes que ses voisins. Et ça ne suffit pas, parce qu'a priori, vous êtes tous à la bonne place, vous avez tous une bonne définition de fonction, et vous êtes tous payés correctement. En tout cas, l'entreprise fait en sorte... Voilà. Donc, par rapport à vos concurrents, les entreprises sont à égalité, si je puis dire, de traitement. Donc, pour
gagner en performance, pour gagner en compétitivité, il faut être plus fort que le concurrent. Et donc, l'une des clés, c'est bien sûr alors la recherche et le développement, etc. Mais pour que ça fonctionne, la recherche et le développement, il faut que les chercheurs aient envie de chercher. Et envie d'aller chercher et de donner plus que ce que vous attendez de manière schématique. Et donc, pour aller chercher ce plus, il faut que la personne soit bien dans sa sphère de travail. Il ne faut pas qu'elle ait envie d'aller voir la concurrence, il ne faut pas qu'elle ait envie de partir de l'entreprise, il faut qu'elle s'estime bien payée, dans un bon environnement, et qu'elle ait envie d'aller chercher ce plus, c'est-à-dire qu'elle réfléchisse encore le soir quand elle rentre chez elle, et qu'elle n'ait pas juste envie de partir à 17h. Et bien pour ça, les chercheurs canadiens ont cherché depuis très longtemps comment tout ce processus-là dans votre tête fonctionne. Et donc vous avez, tout le monde a une sphère dans la tête qui est une petite boîte rouge, un machin, qui clignote, lorsque la zone d'injustice, la sensation d'injustice, et c'est là où on est sur de la médiation, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur du réel, on s'en fout complètement de la réalité, on est sur de la sensation. Et donc si vous avez la sensation d'injustice, vous allez avoir de manière complètement chimique des systèmes qui vont se mettre, qui vont bloquer tous vos neurones, quoi. Ça va plus marcher. Donc ça va court-circuiter, pour être parlé clair. Je vous fais des résumés, parce que ça dure des heures les séances avec eux, mais c'est très constructif. Et donc, à partir de ce moment-là, il faut faire en sorte, lorsque vous êtes manager, responsable d'entreprise, que la petite lumière rouge de vos salariés ne s'allume pas. Parce que si elle s'allume, ils perdent aussi, ça crée énormément de pertes de compétences, et ils sont fatigués, enfin voilà. Et donc ils tombent malades, arrêt de maladie à répétition, turnover, enfin on a tous ce machin-là. Et donc ils ont travaillé depuis déjà longtemps sur cette sensation de ce qu'ils appellent la justice organisationnelle. Et donc, il y a des théoriciens, alors c'est par exemple un monsieur Adams en 1965, voilà, ça commence à peu près dans ces années-là, et puis ça évolue, et avec des chercheurs très récents, il vous explique que vous avez la justice distributive, c'est-à-dire comment une entreprise va distribuer les richesses, comment elle va répartir et payer ses salariés, en deux mots ça veut dire ça. Et donc la sensation d'être bien payé est une sensation qui est très individuelle en réalité. Elle est à la fois collective et individuelle. Parce que je suis bien payé, ça veut dire quoi? Je suis bien payé par rapport à qui? Par rapport à quoi? Et donc c'est toujours cette sensation d'être bien payé par rapport à ce qu'on donne. C'est pas juste être bien payé en soi, c'est-à-dire que ça ne veut rien dire en réalité. Ça peut me permettre d'avoir une certaine place sociale, d'être bien payé pour pouvoir me payer ce que j'ai besoin de me payer. Mais après tout, est-ce que c'est suffisant ça? Pas forcément. Et je peux accepter de ne pas pouvoir me payer les vacances que je voudrais, si par contre j'ai la sensation d'être dans une entreprise qui me rémunère de manière juste, c'est-à-dire à égalité avec mes autres comparses, et surtout à égalité par rapport à ce que moi je donne à l'entreprise. C'est-à-dire que c'est un jeu de va-et-vient. Donc la première sensation, c'est la justice distributive. La seconde sensation, c'est la justice organisationnelle. C'est-à-dire qu'il faut que l'organisation de travail dans laquelle vous êtes, la structure de la société à laquelle vous appartenez, vous donne les moyens de pouvoir faire valoir la justice. Alors aujourd'hui, vous savez que partout, vous avez des chartes. Vous avez des chartes, voilà. Et donc on est sur des notions de responsabilité sociétale des entreprises. C'est-à-dire que ces systèmes font partie de ça. Si vous voyez monsieur machin chose mal agir, ou si vous avez un client qui agit mal par rapport à votre société, ou s'il y a l'entreprise qui est en danger, vous avez dans l'entreprise tout un système qui vous permet de dénoncer ce type de comportement, etc. Sauf que ces systèmes, il faut savoir comment ils sont mis en place. Et est-ce que vous, salarié lambda, vous êtes en mesure de pouvoir actionner le système? Ok, mais à la limite, vous allez le faire. Mais si vous avez la sensation que
en le faisant, ça va vous retomber sur le coin du nez, parce que vous allez avoir votre manager qui va très mal apprécier que vous ayez pu dénoncer que le client machin chose, il a fait un faux bon de commande pour être payé avant qu'un autre pas, ça ne marchera jamais. Et donc, cette justice-là, vous n'aurez pas la sensation d'être dans une entreprise juste au sens organisationnel du terme. Et la dernière sensation de justice, c'est la sensation de justice de proximité, c'est-à-dire celle qui est mise en relation avec, qui vous met en relation avec votre manager direct. Comment votre manager met en œuvre la justice au sein de l'équipe? Est-ce que c'est un manager qui est un manager que vous suivez par souci intellectuel, parce que c'est quelqu'un qui est brillant, etc. Est-ce que c'est un manager qui vous donne des règles bien droites, vous savez comment vous allez fonctionner, auquel cas ça vous rassure, et là, vous êtes dans une situation de justice? Est-ce qu'il va vous traiter de la même manière? Voilà. Est-ce que vous allez avoir les mêmes vacances ou pas les mêmes vacances? Si vous lui faites une demande de pont, là, il y a le mois de mai là, qui va arriver. Moi, j'ai demandé le pont, mais on me l'a donné, mais à mon voisin, on ne l'a pas donné. Pourquoi? Si ce n'est pas expliqué, vous êtes automatiquement dans une sensation de non-justice. Et vous avez, au-delà de tout ça, la justice collective, c'est-à-dire que l'appartenance à une collectivité. Vous pouvez, vous, ne pas ressentir une sensation de justice, mais ressentir une sensation d'injustice pour votre camarade à côté. Et là, tout ce que la société aura pu construire sera mis à néant. Donc c'est comme des espèces de petites boîtes, si vous voulez, qui s'enchevêtrent. Et donc, cette sensation de justice, et donc cette notion qui a trait à la médiation, c'est-à-dire que c'est pas tant ce qu'on va faire que la manière dont les salariés vont le ressentir qui a de l'importance, eh bien, est mise en œuvre aujourd'hui. Alors, dans certaines entreprises, c'est encore très récent, au Canada notamment, et donc voilà, on a travaillé sur une manière de faire des audits de société, de faire des audits d'équipe, pour examiner quel était le degré de sensation de justice des uns et des autres, et surtout appuyer sur les bons curseurs pour faire en sorte que ces sensations de justice revivent et ne soient pas comment dire, handicapantes pour l'entreprise. Parce que ce qu'on cherche, c'est bien sûr la capacité, non seulement à faire en sorte que tout le monde s'entende bien, ça c'est voilà, l'idéal, on n'est pas dans un monde de bisounours non plus, hein, mais on est dans un monde où on cherche la performance. Et la performance, y compris économique. Et elle passe par la performance individuelle. Donc se dessine, et c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, c'est pour vous montrer que les voies de la médiation, on part du juridique et on arrive sur le concret, on est en train de dessiner à travers ces schémas-là peut-être les entreprises de demain, ou en tout cas les systèmes d'organisation des entreprises de demain, parce que voilà, on est en train de faire bouger les curseurs, et c'est pour ça que vous entendez parler de médiation de partout, parce que les politiques se sont emparés aussi de l'esprit de médiation, c'est-à-dire que la démocratie participative fait vraiment partie de ce processus de médiation. Donc c'est quelque chose qui s'enracine dans le système social et qui est beaucoup plus que simplement le fait de traiter, de résoudre une situation individuelle de conflit. Ça, c'est quelque chose qui a trait à la société d'aujourd'hui et à celle de demain. Voilà, donc un petit peu ce que je voulais vous dire, parce que je trouvais que c'était quand même très... Enfin, ça ouvrait un petit peu plus que sur le travail que nous sommes en mesure de faire au quotidien dans nos cabinets. Voilà. Si vous avez des questions, hein, surtout vous n'hésitez pas. Oui, les médiations à l'heure actuelle, la loi est passée, augmente, on sent que les gens ont de plus en plus envie de prendre ce chemin pour régler des problèmes, ou c'est très stable? Non, c'est un processus qui se met en place. Et pourquoi? Parce que si vous voulez, c'est du prosélytisme, hein, c'est-à-dire que ce qui est clair, c'est qu'il y a un moment donné où ça va se coordonner. Hier, j'avais à mon cabinet des étudiants de l'INSEC qui venaient m'interroger.
Voilà, parce que si vous voulez, ils en ont entendu parler aujourd'hui dans toutes les écoles de commerce, vous avez des cours sur la médiation. Donc si vous voulez, alors voilà, les jeunes et les jeunes générations sont beaucoup plus que nous, enfin moi je me considère comme vieille, mais beaucoup plus que nous, si vous voulez, déjà imprégnés de ce type de Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, par exemple, qui nous était donné par une de nos formatrices, qui est Madame Bordeaux, qui est titulaire du chaire de communication à Louvain-la-Neuve en Belgique. Elle nous disait, voilà, il y a un prof qui commence son année scolaire. Et il dit à ses étudiants, ben voilà, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, et puis vous allez être notés de cette manière-là. Et là, chose qui n'aurait jamais existé il y a 20 ans, ou même 10 ans, peut-être même 5 ans, il y a un étudiant qui se lève et qui dit, mais attendez, parce que nous, on n'était pas d'accord avec ce que vous voulez faire. Et là, le prof, au fait de ces questions de discussion, etc., réagit et puis dit, bah, ok, alors on va passer 2 heures à déterminer ensemble comment, enfin, de quoi on va travailler, comment vous voulez être noté, voilà. Et ce travail ensemble, voilà. Et ça, c'est quelque chose qui, si le prof avait dit, bah non, attendez, c'est moi qui décide, je suis prof, voilà, je sais pas. C'est ce que pareil à Bordeaux. Voilà. C'est debout, là. Et donc, voyez, et donc c'est pourquoi? Parce que les enfants et les jeunes d'aujourd'hui fonctionnent dans un environnement qui induit ce type de comportement. Donc, par nature, si vous voulez, ça se développe. Alors, il y a encore des freins, les interlocuteurs, les praticiens, voilà, c'est pas simple, c'est pas compliqué, mais là, dans les écoles. Au début, dans les industries, moi j'avais entendu des émissions dans lesquelles il était dit que les syndicats, certaines directions s'opposaient à ces médiations parce que. Alors, dans l'entreprise et en matière sociale, oui. Alors, pourquoi? Parce que si vous voulez, vous avez les syndicats qui travaillent, enfin, leur matière, c'est l'affrontement. Leur matière, c'est la peur. Leur matière, c'est le combat. Parce que c'est historique, c'est-à-dire c'est leur système de pensée qui est comme ça. Sauf vous avez un certain nombre de... Alors je caricature forcément, mais aujourd'hui les syndicats évoluent quand même grandement. Regardez, les syndicats français n'ont rien à voir avec les syndicats allemands, par exemple. Parce que les processus des systèmes sont différents. Les approches sont différentes. Mais aujourd'hui, dans les entreprises, le dialogue s'installe. Vous n'avez quasi plus rien en droit du travail qui ne se fait sans négociation. Le droit du travail lui-même. Donc, si vous voulez, forcément, vous êtes obligé de négocier des accords 35 heures, de négocier le temps de travail, à tout négocier, quoi. Ce sont des psychologues sociaux qui ont étudié ces nouvelles techniques, si on peut dire, ou ce sont des, vous parliez de chercheurs, ce sont des psychologues sociaux, des autres catégories? Qu'est-ce qu'ils font ces gens? Enfin, en fait, les personnes avec lesquelles j'ai travaillé ces questions sont des gens qui sont en l'occurrence à l'Université de Montréal, mais je pourrais vous donner les coordonnées, et qui travaillent sur les relations industrielles. Donc là, on n'est pas que sur la psychologie, quoi. On est sur Dans une pratique technique, quand vous lancez un processus de conciliation, est-ce que vous faites la liste de points communs qui pourraient rapprocher les deux parties qui vont les prestations sont opposées? Est-ce qu'il y avait un genre de référentiel qui permettrait d'avancer ça? Pas du tout. On travaille par l'échange. C'est-à-dire que c'est dans l'échange, par les questions qu'on pose et qu'on renvoie, le médiateur est tiers. Par les questions qu'on pose et qu'on renvoie on suscite, si vous voulez, la recherche des points d'entente et des points de mésentente aussi. Ça se fait individuellement sur la base de leur position.
alors, c'est pas que intuitivement, c'est-à-dire qu'on a travaillé bien sûr ces questions-là. Il y a des tas de techniques qui existent et qui sont utilisées par des psychologues, qui sont utilisées par des coachs. Vous allez apprendre à parler de PNL, vous allez apprendre à parler de ça. C'est des techniques qui sont utilisées, qui sont des techniques de communication, et qui permettent de repositionner. Mais ce qu'on cherche, parce qu'on est quand même concentré, on ne cherche pas à faire la psychanalyse de la personne. On est concentré sur un sujet et on n'a absolument pas de compétences par rapport à ça. Et si vous voulez, on travaille sur ce qui, on travaille au bout d'un moment sur ce qui va rapprocher les gens. Et on travaille aussi sur les émotions, c'est-à-dire que, enfin, voilà, dernièrement là, en l'occurrence c'était des femmes cadres qui ne pouvaient plus parler autrement que par mail dans une entreprise où elles étaient censées gérer 300 personnes, donc c'était un peu compliqué. Pour les faire se reparler et retravailler ensemble aussi, là, si vous voulez, j'ai travaillé sur l'émotion. Et elles ont pleuré, quoi. Elles n'arrêtaient pas de pleurer, quoi. Je leur disais, mais pleurez, etc. Et si vous voulez, il n'y a pas beaucoup d'endroits aujourd'hui où vous pouvez pleurer sans être jugé, quoi. Alors là, j'étais je citais des entretiens individuels, hein, si vous voulez. Mais je peux vous assurer que cette médiation-là, je la termine après-demain, enfin pas demain, mais vendredi prochain, à la signature d'un protocole. Voilà, j'avais des femmes en face de moi qui, pour l'une, avaient fait des petits suicides, pour l'autre, parce que, si vous voulez, la situation était tellement aiguë qu'on était sur des enjeux très forts. Et donc, et elles se sont livrées tranquillement, et elles se sont réappropriées elles-mêmes leur processus, et elles sont arrivées à parler à oui, si j'avais pas dit ça, peut-être que ça se serait passé autrement. Donc je comprends que lorsque j'ai dit ça, ça a été mal ressenti. Mais ça, si vous voulez, c'est... Et donc une fois que ça c'est dit, on peut refermer la plaie, et puis on peut se dire, bon bah alors maintenant, ok, ça s'est passé, maintenant on a mis un mouchoir dessus, mais c'est dit, quoi, et ça a été accepté. Voilà. Une fois que vous avez fait ce travail-là, vous pouvez repartir sur du positif. Parce que vous avez aussi à faire ce travail-là, faire en sorte que les personnes expriment le mal qu'elles pensent de l'autre, mais aussi le bien. Et se remettre en question. Et se remettre en question. Et aussi, et vous découvrez qu'en réalité, les gens sont très attachés, par exemple, à un certain point. Et que c'est ce point-là, comme par hasard, qui fait que l'autre est attaché aussi au même. À partir de ce moment-là, vous tirez la flotte et puis vous faites que... Et puis vous repositionnez lui, mais si... Parce qu'il y a des jeux de va-et-vient. Et si vous faites ça, vous reformulez pour faire en sorte que les gens expriment leur propre. Et en fait, aujourd'hui, le souci, de mon point de vue, d'un certain nombre de systèmes dans lesquels nous vivons, c'est qu'il n'y a plus de lien pour exprimer un certain nombre de choses. Je disais tout à l'heure, mais c'est vrai, quand vous avez au téléphone, toutes ces bandes sonores et ces machins, essayez de joindre votre banquier. Avant, vous alliez voir votre banquier puis vous l'engueuliez, quoi. Voilà. Ça vous soulageait. Aujourd'hui, c'est là plus possible. C'est vrai. Pourquoi le Canada et pourquoi le Nord-Amérique et pourquoi par rapport à une nation comme la France, vous avez une domination des historique, c'est un système de culturel. Canada ou États-Unis? Au départ, il y a États-Unis et Canada. Alors, voilà, moi je travaille plus spécialement en lien avec le Canada. Notre association est interlocuteur du Canada. Il y a des échanges entre l'Université de Montréal et l'Université de Lyon. Voilà, pour la mise en place de la médiation, des échanges. On a des médiateurs québécois qui viennent nous former, mais si vous voulez, les pays du Nord aussi sont beaucoup plus intéressants que nous. C'est un fait de langue linguistique ou de domination? Non, je pense que c'est un système de pensée, d'organisation culturelle, de société, de mentalité. C'est juste une histoire. Moi, ce que je trouve étonnant aujourd'hui, la médiation, j'ai travaillé 32 ans dans une société d'assurance,
Et lorsqu'on avait du personnel qu'on recrutait, par exemple, aussitôt, bon, il y avait un problème, on n'attendait pas 10 jours. C'était au moment présent, on discutait, bon, il y a un problème, tu vas me l'expliquer, vous allez me l'expliquer, et on essayait de travailler comme ça. Bon. Et puis on lui disait, bon, s'il n'y a pas de terrain d'entente, il n'y a pas de solution, il faut partir. Bon, et on arrivait à discuter, à dialoguer, à parler. Bon, alors, je vous ai entendu parler, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les mails, avec tout ça fait qu'on est limite. Alors, pourquoi le Canada? Parce que nous, notre société qui était UAP, on savait le faire. Et on savait le faire, je suis plus accent maintenant, je suis à la retraite, mais on savait le faire tout ça. Et ça marchait bien. Je peux vous dire que ça marchait très bien. Et les gens qui ne voulaient pas donc écouter et fonctionner dans une telle énergie, eh bien on leur disait, moi je leur disais, on se soumet, on se démet. Mais ils partaient ou vous restez. Oui, mais c'est juste le système de. Je vais vous donner un exemple, parce que vous disiez les Canada, j'ai travaillé pour la société US Packard en tant qu'avocat, et si vous voulez, j'avais été, il y a déjà 15 ans de ça, absolument étonnée à travers un dossier quand une manager me disait, alors US Packard, en l'occurrence c'était dans la région de Lyon, il y avait des chefs de projet informatiques. Ils travaillaient déjà à l'époque avec un gars en Inde, un gars à Tatabine, un autre aux États-Unis, un troisième en France, etc. La première chose qu'ils faisaient lorsqu'ils définissaient un projet, c'était de réfléchir à comment ils allaient communiquer entre eux. Ils étaient déjà sur les mails, comment ils allaient se dire bonjour, commencer les mails, se dire au revoir dans les mails, à quelle heure ils allaient s'envoyer les mails. Voilà. Et ça faisait partie de la charte de début de commencement de projet, c'est-à-dire que comment se parler, parce qu'ils s'étaient rendu compte que s'ils écrivaient à un gars en Inde et que s'ils lui disaient par exemple salut, et ben, pour lui c'était une insulte. C'est pas le fait d'écrire salut, c'est comment c'est ressenti de l'autre côté. Et donc ils s'étaient rendu compte qu'il y avait beaucoup de projets qui n'arrivaient pas à aboutir, simplement parce que les gens ne s'étaient pas entendus sur la manière dont ils se parlaient. Et donc c'est, voilà, dire bonjour à quelqu'un, c'est pas si simple. Quand vous êtes au sein de la même société, ça va bien, les codes sont les mêmes, et lorsque vous n'êtes pas dans la même société. Or aujourd'hui, si vous n'avez quasi plus dans l'industrie un projet qui n'est pas international. Donc, comment vous écrire, en quelle langue vous parlez, et donc, voilà. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il y a, ça c'est des exemples. Voilà. Est-ce que l'employeur peut imposer une médiation à ses salariés? Imposer, non, jamais. Même si contractuellement, ça a été fait au moment où... Alors ça peut avoir été... avant de saisir un prud'homme, vous voulez dire. Oui, alors il y a une jurisprudence très récente qui le prévoit. C'est très récent. Et c'est contesté. C'est pas encore très établi. Mais oui, alors dans la médiation en matière de droit du travail, elle existe, elle est prévue par le code sur les problématiques de harcèlement. C'est-à-dire que le recours à un médiateur peut être sollicité par le salarié lorsqu'il dénonce des faits de harcèlement. Mon expérience professionnelle avocat, c'est qu'à chaque fois que la question se pose, jusqu'à présent, le salarié sort quand il parle de l'entreprise. Donc il est très compliqué aujourd'hui de mettre en œuvre ce dispositif et nous n'avons pas encore pu, praticiens en droit du travail que nous sommes, de faire de la jurisprudence sur le sujet. Mais alors après, un autre problème, c'est celui des contentieux collectifs, c'est-à-dire des grosses grèves, des gros conflits, voilà, que j'ai pratiqué aussi beaucoup. Et là, le médiateur est aussi prévu par les textes, c'est-à-dire qu'on est sur un régime, la sortie de grève est un régime dérogatoire très spécifique. Avec alors après, dans les contrats de travail aujourd'hui, ça peut être écrit, mais si vous voulez, là aussi, on a, dans l'entreprise, on a des freins parce qu'on a le DRH
RH qui a son pouvoir, qui se dit que s'il a recours à un médiateur, il perd du pouvoir. Les syndicats ont l'impression qu'ils perdent du pouvoir aussi s'ils ont recours à un médiateur. Et donc, en réalité, nos interlocuteurs dans les entreprises, sur ces sujets-là, sont les gens qui sont aujourd'hui en charge de projets RSE. Vous êtes combien de médiateurs en France? Alors, on est ici sur Bordeaux en... Alors, en France, dans notre association, alors je ne peux pas dire que dans mon association que je connais, nous, on est plus de 120 actuellement, médiateurs sur le territoire français. Et nous sommes 15 ici formés à Bordeaux. Et vous avez une idée de extra... Non, je ne saurais pas vous dire. Alors, les associations de médiateurs sont en général, pas toutes, mais quand même en grande partie adhérentes à une fédération. Il y a une fédération des associations de médiateurs qui est siège à Paris, qui est référencée, et les associations qui peuvent délivrer donc, des sessions de formation sont accréditées pour le faire. Donc nous sommes organismes de formation, validés par nos instances professionnelles, reconnus au ministère, enfin, etc. Parce que votre responsabilité peut être mise en cause Bien sûr. Parce que du fait que vous rédigez l'acte de fin. Alors non, l'acte de fin il n'est pas toujours rédigé par le médiateur. Il est, quand les personnes sont assistées d'avocats, rédigé par les avocats. Voilà. Il peut aussi, toutes les situations sont possibles, c'est-à-dire que vous pouvez aussi terminer une médiation et vous pouvez avoir des gens qui demandent à ce que ce soit validé par un juge, par exemple. On peut aussi, si vous voulez, tout est et quand il n'y a pas de confrères, quand les parties vous demandent, vous participez aussi à la procédure de rédaction, bien sûr, quand votre responsabilité est engagée, et donc le fait d'adhérer à une association nous donne une assurance civique professionnelle. Nous sommes assurés, donc on déclare à notre chambre chaque maison. Dans ces cas, il y a une levée après de la confidentialité, parce que non, on déclare comme fait un architecte avec déclare, voilà, j'ai une médiation ouverte entre le nom, mais ça enregistre au niveau de la compagnie d'assurance. Est-ce qu'il y a une notion de seuil où on doit aller forcément en justice plutôt qu'en médiation? Non. Il y a des très gros dossiers qui sont gérés en médiation. Beaucoup de très gros dossiers de nature internationale, par exemple. Moi, j'ai eu à m'occuper, quand je travaillais à Lyon, de médiation dans le domaine de l'assurance, dans le domaine du transport de marchandises, par exemple. Des marchandises qui étaient convoyées par bateau, qui arrivent, des palettes de produits, en fait, qui étaient fabriqués dans la région Rhône-Alpes et qui arrivent à New York. Et les New-Yorkais découvrent que les palettes de bois qui transportaient donc des turbines qui devaient donc être installées pour des machins électriques, enfin bref, une usine électrique, les palettes avaient des verres ou des, enfin je sais pas, pour des bestioles. Et donc, vous savez, les Américains avec les bestioles, ils n'aiment pas que ça rentre dans leur domaine. Donc ils ont dit stop, on décharge pas. Alors il y avait pour des sommes colossales, quoi. On était sur quasi des milliards d'euros immobilisés dans le port de New York. Alors là, les compagnies d'assurance, les machins, enfin tout le monde, voilà, parce qu'il y avait bien sûr des pénalités de retard importantes. Puis le port de New York, c'est pas gratuit non plus. Hein, donc, si vous voulez, autant vous dire que les dollars. Et là, les compagnies d'assurance ont décidé d'avoir recours à un médiateur, en l'occurrence c'était le cabinet dans lequel je travaillais, et tout le monde s'est mis autour de la table, visioconférence, machin, et en l'espace d'une semaine ça a été réglé. Alors pas tout le conflit, mais tout le monde s'est mis d'accord sur la manière de débloquer, si vous voulez, les palettes. Et après, par contre, il y a eu des questions périphériques qui sont restées en suspens sur les responsabilités, comment ils allaient se partager, les frais, les machins, etc. Sauf que, si vous voulez, le dossier, d'abord, la livraison a pu avoir lieu, etc.
voilà, il y a des dossiers comme ça qui sont réglés par la médiation. Beaucoup de dossiers aussi de, comment dire, international, on intervient aussi beaucoup en Afrique sur des questions d'ethnie, de rapport. Voilà, il y a des cas de situation. Sur des questions, là j'avais ce matin une question qui a trait à des permis de construire. Vous avez acheté un terrain, il y avait un permis de construire, et puis finalement, le permis de construire en question, il est modifié. Voilà, là, changement de municipalité, alors voilà, c'est pareil. Et il y a des enjeux, des contrats, des investisseurs, des entreprises. Donc là, moi je parle du monde de l'entreprise, des entreprises qui ne peuvent pas agrandir leurs locaux, qui sont bloquées, elles refusent du travail. C'est quand même dingue. Vous voyez, et là, vous vous dites, alors il y a des procès, voilà, on saisit le tribunal administratif, ça ne marche pas. À un moment donné, il y a quelqu'un qui dit, ah ben, peut-être qu'on pourrait faire une médiation. Alors voilà, alors ça arrive chez nous, et puis on dit, bah, ok, on va regarder comment on s'y prend. Mais ça peut être des problématiques très simples, des problèmes de voisinage. Est-ce que ça veut dire, parce que vous avez dit que maintenant c'est légalisé, est-ce que ça veut dire, par exemple, aujourd'hui, au niveau du droit de la famille, un divorce par exemple pourrait être géré dans le cadre d'une médiation et ensuite ce serait. Bien sûr, aujourd'hui c'est au niveau du. Alors Bordeaux est pilote, il y a quelques de pilotes en France, dans Bordeaux, sur les recours obligatoires à la médiation en matière de médiation de la famille. C'est-à-dire qu'il faudrait quand même forcément passer. C'est-à-dire que les magistrats renvoient sur un certain nombre de dossiers, mais notamment tous les dossiers qui reviennent après une procédure de divorce, reviennent systématiquement en médiation. Après, ça marche pas. Tout le monde n'est pas obligé de s'entendre. C'est pas un truc universel, encore une fois. C'est-à-dire que parfois, le recours à la justice est. Mais voilà, il y a des situations, ça sert, quoi. On essaie d'être utile. Est-ce que pour la résolution de certains litiges, vous faites appel à des expertises extérieures oui, c'est possible. Dans un domaine particulièrement technique, par exemple? Ça peut. Comment ça se passe? Parce que pareil, il y a une charge de confidentialité à mettre en place. Mais ça se passe avec les parties, c'est-à-dire que, de même que si vous voulez, on peut appeler autour de la table des personnes qui nous semblent indispensables à la solution du litige, qui ne sont pas, a priori, des. Sauf que on va se rendre compte que celui qui tient le litige, ben c'est la grand-mère ou c'est. J'ai assisté un jour au tribunal de commerce de Lyon à une médiation où j'avais un père qui avait cédé son entreprise à son fils. Et puis le fils fait de très très mauvaises affaires, l'entreprise plonge et le père avait dit c'est toi, je veux plus. Donc le tribunal de commerce et en fait blocage complet parce que la belle-fille faisait en fait de l'opposition pour que le petit-fils voie le grand-père et donc plus personne ne se parlait. Et donc l'entreprise, il y avait quand même 300 personnes, partait de commerce en liquidation. Et là, discussion, oui, mais tant que je vois pas mon petit-fils, je ne peux pas remettre de l'argent dans la société. Enfin, vous voyez le genre d'échange, de chantage, d'échange. Et oui, mais non, mais. Enfin bref. Et puis au bout de journée de discussion, à la fin de la journée, le père dit à son fils, écoute, ok, alors il y avait eu tout un tas de bazar, écoute, si tu veux demain, tu viens avec moi, on va sur les temps, on va pêcher là où on pêchait quand on était petit, quoi. Je tombais quand t'étais petit. Et là, la belle-fille, qui normalement refusait que son mari voie son père, enfin, etc., elle n'a pas eu tout a dit ok. Je me suis dit, il va mettre au four détente. Et en réalité, ils sont partis ensemble, voilà, ils sont revenus, ils ont trouvé une solution. Le père avait cédé des parts, il y avait un oncle qui avait repris un machin, et l'entreprise est partie. Ils se sont dit, vous avez le temps, on ne sait pas. Et ça a solutionné tout.
vous voyez, on a des solutions. Voilà, alors je vous donne des exemples forcément de médiation qui ont réussi, il y en a aussi qui échouent. Parce qu'on ne peut pas, parce que ça dépend pas que de nous, ça dépend des gens. Enfin, voilà. Ça permet de résoudre des situations, et moi je dis que tout ce qui est résolu et que les gens repartent apaisés. Et donc cette sensation d'avoir évacué le trop plein d'émotions et puis de sortir avec une vraie réponse est plutôt positive. Après, si j'ai une limite à ça, je ne sais pas. Très bien. Quelque chose. Sur la formation ? Non, je pense que bon. Sur la formation ? Sur la formation, Sur la formation, tu peux peut-être dire quelque chose sur la formation ? Sur la formation, on a suivi, oui. On a donc des formations qui durent 6 journées de formation de base. On en réouvre une au mois de septembre ici sur Bordeaux. Et puis on a la formation continue. Donc voilà, moi je suis allée à Liège entendre ces Québécois. On a un autre Québécois qui est à Lyon au mois de mai. On aura au mois de mai-juin, je n'ai pas encore la date ici, une professeure de Toulouse qui va venir nous parler de l'éducation aussi. Il y a de manière importante pour la région, je pense que c'est important de le savoir, un congrès, le congrès international de la médiation qui aura lieu à Biarritz début du mois de juillet, qui est organisé par une association qui s'appelle le GEM, le Groupement Européen des Magistrats Médiateurs, qui organise un colloque international, c'est-à-dire que tous les magistrats du monde viennent échanger sur leur pratique de la médiation. Donc ça a lieu à Biarritz. Voilà, donc voilà, il y a des choses qui se passent, il y a du mouvement, il y a beaucoup de choses. Je voulais d'abord remercier mon confrère Bachir. Elle a invité le barreau de Bordeaux, que je représente ici, qui est très investi dans la médiation aussi, puisqu'il a créé une association de médiateurs uniquement avocats. Et je rejoins point par point tout ce qui a été présenté sur l'utilité de la médiation, le côté qui n'est absolument pas suicidaire pour les avocats, mais qui au contraire est extrêmement motivant. Je dois dire que je repartirai ce que vous avez dit au début, cher confrère, qui est ce goût pour une société démocratique où nous aurions, nous aussi, quelque chose à dire sur la manière dont on peut parvenir à vaincre une opposition, un conflit, quelque chose qui nous sépare. Et je crois que ça, c'est très important. Et on se demandait tout à l'heure qu'est-ce qui faisait que c'était plutôt aux États-Unis ou au Canada que la médiation comme ça avait vu le jour. Moi, je dirais qu'en effet, comme vous disiez, c'est lié à une structure de société qui est différente. Peut-être aussi à un goût pour les sociétés fondées sur une culture chrétienne, mais catholique. Un goût pour la décision hiérarchique, c'est-à-dire qu'il y a Dieu, le pape, les évêques, et donc la meilleure décision vient de Dieu. Alors que pour les protestants, on peut s'adresser directement à Dieu. Et on va s'en sortir comme ça, en parlant à Dieu, sans passer par ses saints. Alors, je ne remets pas en cause le modèle catholique, mais je dis que quand on est capable de parler directement à son Dieu, on est aussi capable de parler directement et de tendre la main à celui avec qui on a besoin de réajuster certaines choses. Donc voilà, c'était une des explications multiples. Ça peut être, ça fait partie des explications historiques de l'organisation des sociétés. Tout à fait, les systèmes religieux font partie des systèmes d'organisation. Quel est le coût de la formation pour 6 jours? Alors, chez nous, je vais donner un ordre de grandeur parce que on est entre 1 200 et 1 500 euros. C'est-à-dire qu'on est à 200-300 euros la journée. La prise en charge parce que nous sommes des associations, notre association, en tout cas, je ne parle que de celle que je connais, en tout cas, ne cherche absolument pas à faire de l'argent sur le sujet. Ce sont d'abord des gens qui sont investis dans l'idée de médiation depuis très longtemps, puisque les gens qui ont écrit, par exemple, la charte de la médiation au niveau européen, sont des gens qui font partie de notre structure. M. Battistoni, par exemple, est un magistrat belge
a écrit voilà, ce qui aujourd'hui est devenu et a été intégré dans notre procédure civile. Donc, on a un processus de réflexion. Aujourd'hui, on travaille beaucoup avec les universités parce qu'on pense que la médiation, de toute façon, deviendra un jour comment dire, un vrai métier et que c'est aussi dans les universités que les choses se font. Alors après, voilà, il y a des partenariats, il y a des échanges, il y a des... donc c'est quelque chose de compliqué à expliquer parce que c'est très mouvant. Voilà, il y a d'autres associations comme celle que citait ma consoeur qui s'appelle l'Ordre de médiation par exemple, qui est une association d'avocats au sein du barreau qui développe aussi ça, qui a son utilité. Il y a des associations, il y a l'association l'AMF, l'association des médiateurs français, qui existe aussi, qui est très proche de la nôtre. Et en réalité, le monde est tout petit, c'est-à-dire que les gens appartiennent à une association ou à une autre, suivant l'endroit où ils se trouvent. Ce sont à peu près les mêmes formateurs qui se déplacent et qui viennent. Voilà, et toutes les formations sont à peu près structurées sur le même modèle aujourd'hui. François. Différenciation de formation, réunion, conférence, pour que nous soyons au courant, que nous puissions faire circuler l'information, pour que non seulement de nos membres, mais aussi des gens qui sont parentés à ce moment. Bien sûr, sans problème. Merci pour le relais. Très bien. C'est un processus de société, c'est une ouverture, donc il n'y a aucun problème. Parfait. Merci. Bon, merci.